Le quart d'heure américain, tout de suite sur Smart Bourse. On est ravi d'accueillir, de retrouver Pierre-Yves Dugas. Pierre-Yves, bonjour. Bonjour Fabrice. Avec vous, dans un instant, on va voir si les pessimistes se trompaient, quels sont les arguments des optimistes à Wall Street. Mais Pierre-Yves, je voudrais revenir sur ce dont on vient de parler en plateau il y a quelques instants avec nos invités, ce fameux Taco Trade, encore un acronyme. Est-ce qu'on en parle aussi du côté des médias US? Oui, oui, on en parle, hein, on en parle. D'abord, c'est évidemment une double entente, hein, puisque taco, ça veut dire tacos, hein, cette espèce de mini crêpe croustillante dans laquelle on met un petit peu n'importe quoi dans des restaurants pseudo-mexicains. Ah, vous nous donnez faim Donc, déjà. voilà. Donc, Trump always chickens out, hein, ce qu'on pourrait traduire Trump est une poule mouillée, si on veut garder l'image du poulet. L'idée étant bien entendu qu'il y a probablement de l'argent à perdre si l'on vend dès que Donald Trump annonce d'énormes droits de douane, parce que 48 heures plus tard, il va les retirer et le marché va rebondir. Ça va marcher tant que ça va marcher. Faut-il en faire une pratique systématique de trading? Je pense que c'est dangereux, surtout depuis ce que l'on observe depuis 24 heures avec ce rebond de la dispute entre Washington et Pékin, ces accusations américaines selon lesquelles l'accord du 11 mai serait violé par les Chinois, la réponse assez forte des autorités pékinoises, et cette soi-disant conversation téléphonique qui devait avoir lieu entre le président Trump et le président Xi, dont on ne connaît toujours pas la date et dont on se demande si elle aura vraiment lieu. Nous n'oublions pas, dans le passé, très souvent, Donald Trump a annoncé qu'il était sur le point de s'entretenir directement avec son ami, le président Xi, et les choses ne se sont pas matérialisées. Ça, c'est pour Taco. Rappelons que Taco a des cousins. Il y avait Tina, qui était très populaire au moment où la Réserve fédérale pratiquait l'assouplissement quantitatif, Oui. ce qui avait écrasé complètement les rendements obligataires. Et donc, there is no alternative to stocks. Il n'y a pas d'alternative à l'achat d'actions puisque les obligations ne rapportent rien. Et puis, il y a également le fameux autre cousin, FOMO, Fear of Missing Out, la peur de se retrouver sur le quai de la gare alors que le train est parti et que le marché haussier s'est envolé. Donc, tous ceux qui ont tendance à vendre trop tôt se trouvent a posteriori des raisons de le regretter. Pierre-Yves, on s'intéresse justement aux arguments des optimistes à Wall Street, hein, qui disent que cette économie américaine, elle pourrait résister à la guerre commerciale et peut-être même en sortir renforcée. Expliquez-nous. Alors, Fabrice, moi, ce qui me frappe, c'est le caractère extrêmement négatif et extrêmement pessimiste de toute la couverture de presse relative aux signaux donnés par l'économie américaine ou donnés par des sondages relatifs à l'économie américaine depuis 6 mois, et ce contraste entre les données réelles, effectives du comportement des consommateurs, de l'investissement, de l'embauche, qui sont nettement moins dramatiques. Il est clair, je l'ai déjà dit et je le redis, la presse américaine à 99% souhaite que Donald Trump échoue, et la presse américaine a décidé systématiquement, non sans raison, de souligner tout ce qui est dangereux, dramatique, dans les initiatives radicales et insensées, bien souvent, qui sont prises par la Maison-Blanche. Dans ce contexte, cet extrême pessimisme peut faire oublier certaines bonnes nouvelles. Oui. L'emploi, pour le moment, on va le vérifier vendredi prochain, l'embauche résiste bien. On n'est pas très loin de 200 000 créations nettes d'emplois tous les mois. L'inflation ne s'est pas envolée. La consommation s'affaiblit, mais pas dramatiquement. L'orage est peut-être imminent, mais ça fait maintenant 4 à 5 mois qu'on nous le dit et il n'a toujours pas éclaté. Alors, cela ne veut pas dire qu'en juin et en juillet, les données solides de hard data relatifs aux agrégats américains ne vont pas se détériorer fortement et que les Cassandres auront raison. Mais pour le moment, sur le fond, les signaux effectivement donnés par la conjoncture ne sont pas dramatiques. Si je prends pour exemple l'indice de la Réserve fédérale d'Atlanta, qui cherche à mesurer en temps réel
ce que pourrait être la progression du PIB avec son indicateur GDP Now. Ce matin, la Fed d'Atlanta nous prédit un taux de croissance en rythme annuel pour le second trimestre de 2,2%. Ça n'est pas si mauvais que cela. Il y a d'autres raisons, si l'on veut absolument trouver des arguments positifs, d'espérer et de croire que le pire est peut-être passé. Le principal tient au fait que le vent semble tourner dans ces initiatives radicales de Donald Trump, parce que le mur très solide du contre-pouvoir de la justice américaine est en train de faire des bosses sur la tête de la Maison-Blanche, en particulier avec cette décision de la Cour internationale, de la Cour de commerce Oui. internationale de New York, d'invalider le gros des mesures douanières punitives annoncées début avril. Effectivement, c'est vrai qu'on avait l'impression que, on le disait tout à l'heure, on avait un Trump omnipotent qui pouvait décider de tout de manière complètement unipersonnelle. Il est un petit peu rattrapé en ce moment. Ça se complique pour lui sur plusieurs fronts, front commercial, front budgétaire, front fiscal, et donc cette décision de la Cour de commerce internationale. Oui, on a envie de dire, on n'est pas dans le secret des dieux, mais il aurait dû écouter ses services, c'est-à-dire que les responsables politiques qui ont été nommés par Donald Trump depuis le 20 janvier et qui dirigent, beaucoup d'entre eux n'ont pas encore été confirmés d'ailleurs par le Sénat, et qui dirigent ou vont diriger les agences fédérales américaines, n'ont pas écouté les experts du commerce qui leur ont dit attention, cette loi de 77 sur les mesures d'urgence que l'on peut prendre comme ça en claquant du doigt pour imposer des droits de douane massifs à qui l'on veut sans avoir à justifier de la réalité de cette urgence, cette loi est probablement d'une constitutionnalité douteuse et il y a de fortes chances que son invalidité soit confirmée mi-juin peut-être, Mhm. car on sait que la Cour d'appel a demandé aux plaignants, les importateurs qui s'estiment victimes de ces droits de douane punitifs, d'une part, de rendre ces conclusions le 5 juin et au gouvernement américain, d'autre part, de les rendre le 9 juin pour une décision qui interviendra quelques jours plus tard. Cela dit, l'orage de la guerre commerciale n'est pas passé. Le président Trump dispose de toute une boîte à outils de mesures protectionnistes et de lois qu'il peut invoquer pour faire de la protection. Il l'avait fait au cours de son premier mandat avec la fameuse section 301 de la loi commerciale de 74. Il peut invoquer la section 232 et il peut même aller jusqu'à invoquer la loi de 1930, celle qui avait contribué à la crise économique mondiale, le fameux Smoot-Hawley, qui lui permet d'imposer des droits de douane à des pays qui font de la discrimination à l'égard des produits Oui. américains jusqu'à 50%. Donc, il y a des raisons de croire que l'orage peut encore arriver, oui. En tout cas, il y en a un qui a disparu du paysage, c'est le fameux Elon Musk, hein, qui avait défrayé la chronique, qui devait faire des coupes sombres et faire beaucoup d'économies. Finalement, il est retourné à ses affaires peut-être plus tôt que prévu, Pierre-Yves. Moi, j'ai un faible pour Elon Musk. Je trouve que le personnage est extrêmement intéressant, même s'il y a beaucoup de bêtises dans ce qu'il fait, il y a beaucoup d'outrances, il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de mauvaises appréciations de sa part sur la manière dont on peut faire avancer les choses à Washington. Il a fait du mal à la cause de la réduction des dépenses publiques en allant beaucoup trop fort et en faisant n'importe quoi, et en misant de manière assez méchante sur la carte de la démoralisation des fonctionnaires américains. Mais en tant que journaliste, je vous assure, si vous posez une question à Elon Musk, vous allez avoir une vraie réponse de la part d'un vrai individu qui n'a pas une langue de bois et qui dit vraiment ce qu'il pense. Et ça change tellement, tellement de la norme des super milliardaires américains que quelque part, je considère que Elon Musk a fait avancer les choses. Alors, il y a des gens au Sénat qui jugent que le Doge, dont l'activité continue, même si elle n'est plus sous la houlette de Elon Musk, que le Doge doit poursuivre sa tâche et qu'il faut suivre les exemples qui ont été avancés par Elon Musk pour, ligne par ligne, voir dans toutes les dépenses de l'oncle Sam ce qui peut être supprimé ou ce qui ne l'est pas. C'est un des arguments de Ron Johnson, le sénateur de du Wisconsin, pardon, qui fait partie de ces 3 ou 4 sénateurs qui sont très réticents à l'idée d'adopter cet énorme paquet fiscal qui a été adopté par la Chambre des représentants et qui reprend
l'essentiel des généreuses promesses du président Trump. Ouais, en tout cas, un président Trump, on le voit, hein, qui a peut-être rattrapé en ce moment, voilà, heureusement, hein, c'est une grande démocratie, par des forces de rappel, on l'a peut-être oublié, mais voilà, les institutions sont là pour encadrer quand même la fonction présidentielle et les fameux bills, hein, qui ont été passés peut-être trop rapidement. Mais oui, il y a des contre-pouvoirs. Jusqu'à présent, ils se sont manifestés en appel ou par des mesures d'urgence, mais in fine, l'ultime contre-pouvoir sera, dans 2 ou 3 cas qui vont faire jurisprudence, les décisions que la Cour suprême sera amenée à prendre. Et la Cour suprême peut faire 2 choses, soit trancher en faveur d'une interprétation restrictive des pouvoirs du président dans toutes sortes de domaines, que ce soit le domaine commercial, le domaine de l'immigration, le domaine de la réforme de la fonction publique, ou alors elle peut, de manière plus perverse, s'abstenir de se prononcer en jugeant que ce qui a été tranché en appel et qui serait conforme à ceux qui veulent brider Donald Trump dans sa croisade, Oui. jugeant qu'il n'est pas nécessaire d'en dire plus et que le processus d'appel a joué son rôle. Merci en tout cas Pierre-Yves Dugas, je rappelle que vous êtes notre correspondant américain, voilà, pour ce quart d'heure américain, c'est tous les lundis dans Smart Bourse. Cette édition de Smart Bourse touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. On continue bien évidemment demain. Demain sera avec Nicolas Panier, Grégoire Favre lundi prochain. Quant à moi, je vous retrouverai vendredi. Excellente soirée à tous et à très bientôt.